à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. En ouverture de cette édition, direction la Corse du Sud où la Fondation Princesse Charlène organisait une journée destinée à sensibiliser les enfants aux dangers du monde aquatique. Nous reviendrons sur le projet Solar Impulse au départ de la 8e étape. Nous parlerons du concours de langue monégasque qui s'est déroulé ce mardi soir. Nous irons à Nice pour découvrir le forum Innovative City où une convention cadre de partenariat entre le gouvernement princier et la métropole Nice-Côte d'Azur vient d'être signée. Et pour terminer, nous irons à la rencontre d'une toute nouvelle association des Amis de la Roseraie. C'est à Palombadja, en Corse du Sud, que la Fondation Princesse Charlène vient d'organiser une journée afin de sensibiliser les enfants aux dangers du monde aquatique. Le couple princier était aux côtés d'une dizaine d'élèves du primaire. Un reportage de Patricia Navarro, Sylvain Péroumal et Eric Pocoy. Après les rivages agités du sud marocain ou des Landes françaises, c'est dans les eaux plus paisibles, mais néanmoins tout aussi dangereuses, que la Fondation Princesse Charlène vient de coordonner une journée entièrement dédiée à la prévention de la noyade. C'est en effet l'une des grandes thématiques autour de laquelle la Princesse Charlène a souhaité articuler l'action de la Fondation qu'elle a créée en 2012. For now, what we have implemented our programs globally on the coastlines. We're trying to teach as many children about the water safety procedures and also teaching children that we share the ocean, not only with boats and all that kind of thing. We have marine life as well, and so to just give them that sort of education is very, very important for us going forward. That's why we have implemented now our CPR program, where we teach children to administer CPR, not necessarily just with drowning, but if, for instance, someone who is hit by a car or winded, that they do have the ability to revive that person. So not only are you saving your life, you're saving someone else's too. 90 enfants venus de 4 communes corses ont été invités à participer à cette journée de sensibilisation. Pour les encadrer, aux côtés des représentants de la Fondation Princesse Charlène, Stéphanie Barnex et son équipe de champions. Originaire de la côte atlantique, Stéphanie a été championne du monde de sauvetage côtier et de paddleboard. Avec Alexandra, Julien, Walter, Anthony et Carlos, elle part régulièrement à la rencontre des jeunes en proposant des journées tout à la fois pédagogiques et ludiques. Le concept était aussi de réunir tous les locaux qui sont investis dans cette mission de sauvetage et de sensibilisation à la prévention des noyades. Et on s'est tous liés avec la Croix-Rouge, la SNSM et nous, le CEFSA 40, le Centre d'enseignement de formation de sauvetage, pour proposer des ateliers aux enfants. Donc ils passent sous chaque atelier. Donc il y a 4 ateliers. Le premier est conduit par la Croix-Rouge où ils apprennent les numéros d'urgence, la conduite à tenir quand la victime est consciente, inconsciente. Le deuxième, c'est la prévention des risques liés au milieu aquatique. Le troisième, c'est la découverte du milieu aquatique. Donc ils font des jeux pour au fur et à mesure s'adapter de plus en plus au milieu, même s'ils sont quand même déjà adaptés. Donc ils font sous forme de relais, de nage. Et le 4e atelier, le dernier, c'est le sauvetage en bouée-tube. Donc la bouée-tube est un engin qu'utilisent les sauveteurs pour sauver les gens. Et bien eux, voilà, ils apprennent à sauver leurs camarades. Okay. J'ai une dame qui arrive. L'alerte d'abord. Madame, vous appelez le 15, vous dites qu'on est à la plage ici de Palombadja, elles sont en Playa Badja. D'accord, je suis en présence d'une personne qui fait un arrêt cardiaque, je vais débuter le massage cardiaque, la RCP, vous lui dites au médecin, la RCP. D'accord, c'est bon pour vous? Vous faites le 15. Ok, allez, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, 13, 14, 15, 16. Parmi les 4 ateliers proposés aux enfants de 7 à 11 ans, celui de la Croix-Rouge, avec une découverte des premiers secours, et dans l'assistance, le prince Albert II, très attentif, venu soutenir son épouse, la princesse Charlène, dans son engagement pour diminuer la mortalité liée à la noyade. Il faut savoir être ludique, et puis arriver à toucher les cordes sensibles, leur parler du papa, de la maman, plutôt que de parler d'une victime. Et en fait, ça les touche et eux sont comme des éponges, en fait, ils vont absorber tout ce qu'on leur dit hyper rapidement. Donc à la limite, ça va être plus facile que pour des adultes, parce qu'ils vont comprendre tout de suite. Autre atelier, celui des sauveteurs en mer. La prévention, elle se situait au niveau de la prévention au niveau des enfants, était au niveau du soleil, donc tous les risques du soleil,
au niveau de la baignade et des risques et des compréhensions du site de baignade et des drapeaux, etc. Et de tous les courants et les embarcations et le port du gilet de sauvetage obligatoire pour toutes les embarcations. Protection, savoir reconnaître une victime inconsciente, observer un plan d'eau, maîtriser les courants en mer, évolution dans la zone de bain, autant de notions qu'auront appris tous ces enfants avec des souvenirs inoubliables en tête et la rencontre avec le couple princier. C'était une belle journée, surtout aux côtés de Charlène et Albert. Ça peut nous servir tout au long de notre vie. C'était trop bien. Déjà, on peut savoir comment sauver une victime en mer et surtout de voir la princesse et le prince. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, par exemple, sur ce qu'il faut faire quand il faut faire attention, par exemple? Il faut faire attention à quoi? Au courant de l'eau. On vient d'apprendre le secourisme en mer. C'est très bien. On a appris des nouvelles choses. Déjà c'était très bien, j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire en mer et à pas trop s'éloigner, sinon on se fait emporter par le courant. Quel atelier as-tu préféré? Moi je les ai tous aimés. On va avoir besoin de vous, il faut beaucoup de motivation, super d'engagement, hein. D'accord? Vous avez bien dormi là? Oui. La télé, non, il n'y a pas la télé. Dans le car, on n'a pas dormi, mais... Tu n'as pas dormi dans le car, mais tu as dormi cette nuit. Vous avez pris un petit déj? Oui, un peu, ouais. Tout à l'heure, il y a à manger, à boire. Vous mangez bien et vous buvez bien avant les exercices. Hein. D'accord? Ok. On est vraiment sur la transmission et la transmissibilité des valeurs sportives, hein, que défend la Fondation et la Princesse. Agir directement sur les enfants dans des domaines vraiment très spécifiques que sont le milieu aquatique, le sauvetage côtier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on travaille avec des enfants qui sont tout petits, il y a des CM1 et des CM2 ici. Et on est vraiment dans, d'une part, la transmission et sur les trois axes principaux de la Fondation que sont le water safety, donc le sauvetage aquatique, l'éducation et la sensibilisation, et d'autre part l'entraînement à toutes ces pratiques. Ce programme Water Safety porte donc sur la prévention de la noyade. Learn to Swim vise lui à développer l'apprentissage de la natation. Ils sont mis en œuvre par la Fondation Princesse Charlène à travers le monde et portent déjà leurs fruits. Après Cap-Breton, l'année dernière, nous avons fait une opération de Water Safety, prévention de la noyade à Dinard. Et un petit garçon qui a suivi le programme pendant toute la journée a été en mesure de sauver sa petite sœur pendant l'été. Et je ne sais pas combien d'exemples nous avons comme cela, mais j'en ai au moins un qui atteste qu'effectivement, on essaye d'un petit peu changer les choses autour de nous. J'espère qu'aujourd'hui, avec la Corse, nous aurons d'autres beaux exemples comme celui-là. Et pour appuyer son action, la Fondation Princesse Charlène a également offert des planches de secours aux sauveteurs en mer de Corse, démonstration à l'appui pour clore cette journée. Retour sur le projet Solar Impulse. Mardi soir devait avoir lieu le départ de la 8e étape qui relie Nagoya à Hawaï. Une étape très importante dont le décollage dépend de nombreux paramètres. Alexandra Pani revient sur les raisons de ce report. C'est un moment de frustration qu'a vécu mardi soir l'équipe de Solar Impulse. Quelques heures auparavant, pourtant, tous les signaux étaient au vert pour prévoir un décollage depuis la base de Nagoya, où l'avion à énergie solaire est cloué au sol depuis presque un mois. Cette fois-ci, la météo a encore eu raison de cet ambitieux projet. La 8e étape nécessite une longue préparation afin de rallier le Japon à Hawaï. Cette fois, on est vraiment sur une partie où on est partiellement dans la zone tempérée, partiellement dans la zone subtropicale. Et la jonction entre les deux, c'est des masses d'air chaudes et froides qui se touchent et qui font des nuages. C'est le principe même des fronts de mauvais temps. Et puis là, on a ce front, on pensait qu'on arriverait à le traverser dans 3 jours. Et puis les dernières prévisions qu'on a eues, mais 5 minutes avant qu'Audrey décolle, montraient qu'on ne passait plus.
Il y a un mois, l'avion avait déjà tenté cette traversée du Pacifique en décollant le 31 mai de Nanjing, mais la météo avait contraint le pilote André Borschberg à atterrir à Nagoya. C'est une décision qui était difficile à prendre pour décider de partir, parce que c'était un petit peu limite, mais on s'est dit qu'on pouvait y arriver. Et ensuite, ça a été une décision encore plus difficile à prendre d'annuler le départ, parce qu'on a vu que les prévisions à 3 ou 4 jours étaient en train de se péjorer et qu'on ne pouvait pas prendre ce risque-là. Donc, c'est vraiment difficile. On joue avec des prévisions à 4 ou 5 jours, c'est pas très précis, ça donne une impression. Puis ce soir, quand l'équipe a vu ce qu'il y avait sur les écrans en termes de nébulosité, on a vu que l'avion n'arriverait pas à recharger ses batteries le 4e matin et finirait dans l'eau. Donc il vaut mieux faire descendre le pilote sur la piste de Nagoya que de le faire descendre en parachute 4 jours après. Tout retard peut être pénalisant car une fois cette 8e étape accomplie, l'avion devra encore voler au-dessus des États-Unis puis de l'Atlantique pour rejoindre l'Europe avant son dernier atterrissage à Abu Dhabi pour terminer ce tour du monde. Bertrand Piccard reste à ce jour confiant et fier du travail d'ores et déjà accompli. Dans un tout autre registre, nous avions suivi les épreuves du concours de langue monégasque il y a quelques jours. Eh bien, sachez que la remise des prix a eu lieu ce mardi en présence du souverain. Le récit de Fabien Bonilla. Elle est enseignée aux jeunes dès l'école primaire depuis 1976. La langue monégasque est l'un des moyens de sauvegarde de l'identité de la principauté, comme le soulignait le prince Régnier III. Des jeunes qui, année après année, apprennent le vocabulaire de cette langue pour pouvoir l'écrire, bien sûr, mais aussi à la parler comme ces scènes présentées devant son Altesse Sérénissime le Prince Albert II lors de cette soirée de remise des prix. Ma isso também sarà pas possibile. E perché? E sinci, no? Vago pas mutegne giorno e nette, no? Vero, ma stavolta che dici tu? Perché se torna su min, va se pensa che, ma tanto, fa pas differenza. Car che voda, furaie se propi inventiva. Fa qualcosa, ne possucci. E poi, gai ancora 2 ore prima d'andare a passare l'orale. Ma che n'hai di tempo? Mamie, bochou pas mes sbaia. Sinon, ou mes pas grand, va me laisser à vite. T'es pas grand? Machi, va partir du jury. Et se gagne pas au concours, marca patele. Oh là là, comment va quoi faire? Ah, capisci tutto a ora. Monsieur gagne toujours le concours. Mais monsieur gagne des pistons. Il paye l'arbitre. Et propre à Jousier que te fait par là. Ce concours a été mis en place en 1981 grâce au chanoine Georges Franzi, avec le soutien de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, du Comité national des traditions monégasques et de la mairie bien sûr. Le voile est levé sur les résultats tous les ans pendant la Saint-Jean. De nombreux prix ont été décernés durant cette édition 2015. Je suis très contente, c'est super. Il s'est passé un concours de l'écrit avec toute la classe et après j'ai été choisie pour faire le concours à l'oral. Et donc voilà. Et qu'est-ce que tu as fait à l'oral? J'ai eu un texte et après je devais le traduire en français et ils m'ont posé 3 questions. J'ai toujours eu la chance d'être primé, donc je crois que ça a été pour moi une bonne satisfaction de terminer mon cycle lycée avec ce prix qui récompense aussi un peu les efforts que j'ai fait durant les années, quoi. Moi personnellement, j'estime que ça fait un peu partie de mon identité et c'est toujours très agréable de passer le concours et la cérémonie à la fin. Et je pense que c'est important aussi de conserver les traditions. Je crois que c'est quand même la langue originaire du pays et que donc pour autant oui, bien sûr, chaque pays a le droit à sa langue et donc je suis content de pouvoir continuer la tradition. Ils étaient cette année 1500 élèves à avoir passé le concours, 108 ont été primés lors de cette soirée. Et sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité du concours de langue monégasque dès ce week-end. Direction Nice à présent, où vient d'être inauguré le forum Innovative City à Acropolis. Le souverain ainsi que le ministre d'État se sont rendus sur place. Un reportage d'Émilie Rousseau. Voilà 4 ans maintenant qu'Innovative City a vu le jour, 4 ans qu'il est devenu un événement majeur en Europe dans le domaine des villes innovantes, connectées et durables. Ce forum se tient actuellement à Nice. Nice, classé dans le top 5 mondial des Smart Cities, comprenait villes intelligentes.
Innovative City nous permet de comprendre en quoi et comment la technologie peut améliorer notre vie au quotidien et construire ainsi un territoire durable. Lors du premier jour de cet événement, le prince Albert II a pu assister à la signature d'une convention cadre de partenariat entre le gouvernement princier et la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons beaucoup de partenariats avec la métropole Nice-Côte d'Azur, mais ce partenariat est plus spécialement lié au développement du numérique et de cette troisième révolution industrielle qui arrive, qui modifie nos modes de vie, nos comportements, mais qui modifie aussi l'aménagement du territoire et des villes. Donc par cette convention, nous allons, M. Estrosi et moi-même, mettre en place un groupe de travail qui va proposer des actions concrètes en matière d'échange de bonnes pratiques, de développement de nos échanges numériques et de recherche ensemble, notamment sur les problèmes juridiques, de l'open data. Nos territoires urbains sont radicalement transformés par l'échange d'informations extrêmement rapide. Aujourd'hui, on a dans les villes connectées la possibilité d'avoir plein de services sur son téléphone. Et donc ça suppose que les responsables politiques envisagent des actions concrètes pour améliorer la vie des habitants, protéger aussi la liberté des habitants. Voilà. La convention avec la métropole a ces objectifs de travailler ensemble. Innovative City accueille plus de 3000 participants venant de divers horizons. Parmi eux, l'association Monaco Côte d'Azur Business Hub. On est là en fait pour fédérer les expertises complémentaires des entreprises de la Côte d'Azur et de la Principauté. L'idée, c'est que l'innovation au sens large peut se conjuguer entre des entreprises de la Côte d'Azur sur tout sujet, la santé, les médias, le smart city, donc les villes intelligentes. Et donc le numérique touche tout le monde dans sa vie quotidienne. Les smartphones arrivent, les nouvelles applications. Et tout ça peut être en fait mis en valeur sur la Principauté, qui est un laboratoire géant. Et c'est ce que l'on souhaite développer évidemment au travers de cette association et de nos nombreux membres, donc membres à la fois monégasques et de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la Côte d'Azur au sens large. Véritable accélérateur de développement, cet événement est un lieu privilégié d'échange pour des professionnels du numérique qui ont pour objectif de révolutionner nos vies et nos villes. Il fermera ses portes ce jeudi. Et vous venez de le voir, le gouvernement princier vient de signer un partenariat avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Christian Estrosi. Cette convention est une étape de plus dans l'amitié qui nous lie, mais surtout une détermination commune que nous avons, qui plus est que le prince Albert II de Monaco soit une grande voix entendue dans le monde, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, que ce soit dans des instances internationales comme le Comité international olympique, qui de plus en plus prend en compte cette dimension environnementale. Eh bien, ça permet pour l'ensemble de ce territoire, au-delà de la seule frontière monégasque, de bénéficier aussi de son aura pour défendre les grands projets de co-développement que nous avons ensemble. Un an, jour pour jour après son inauguration, la Roseraie Princesse Grace vient de lancer son association des Amis de la Roseraie. L'inauguration s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités de la Principauté. Anthony Micou vous en dit plus. Moderne, enchanteur, idyllique et surtout familial. Les adjectifs ne manquent pas pour définir cet endroit. La Roseraie Princesse Grace a pris une importance toute particulière avec l'obtention du label Espace végétal écologique pour 2015, un lieu chargé d'histoire pour lequel le mécène Yves Piaget s'est passionné. Je ne vise qu'à une chose, c'est de laisser parler mon cœur et de le laisser parler en faveur de la Principauté de Monaco, le rayonnement de Monaco. J'aimerais et je souhaite que cette roseraie puisse vraiment faire partie de la silhouette de Monaco et ainsi de pouvoir rendre un petit peu à cette Principauté merveilleuse de tout ce qu'elle nous donne. D'ici le mois de septembre, nous allons présenter un tout nouveau livre sur la roseraie de 1984 à nos jours. Donc ce sera une occasion supplémentaire pour nous retrouver ici autour de la roseraie. Nous allons organiser des cours de taille, donc des ateliers. Et puis évidemment, l'organisation du concours international de roses sera et reste encore notre objectif principal. Après un discours devant 80 personnes, Yves Piaget a présenté les principales variétés de rosiers.
Les membres de l'association se réuniront 2 ou 3 fois par an pour des conférences. C'était une nécessité absolue pour être reconnu, à Monaco bien entendu, mais à l'extérieur de Monaco, dans le monde. Et puis c'est le 39e pays de la Fédération mondiale des sociétés de rose. Et c'est le plus petit État. Et pour nous, c'est une grande joie que de porter le drapeau. C'est une recherche permanente. Et là, Monaco peut jouer un rôle extraordinaire. C'est un jardin exceptionnel. C'est un jardin urbain. Mais au cœur de la ville, il n'y a pas un parc autour, mais on peut faire une roseraie. Grâce notamment à son originalité, la qualité de son entretien et l'attrait du public, la roseraie Princesse Grace s'est vue décerner il y a 3 semaines à Lyon le World of Garden Excellence 2015 lors de la Convention mondiale des sociétés de roses. Au mois de septembre, la Fédération mondiale offrira à la Principauté une plaque en bronze qui sera installée à l'entrée de la roseraie Princesse Grace. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, nous vous en avons déjà parlé dans une précédente édition. À l'occasion des 10 ans de règne du souverain, le dimanche 12 juillet, sera proposé un concert de l'artiste Robbie Williams. Eh bien, sachez que les billets destinés aux monégasques et résidents sont disponibles à la mairie jusqu'au vendredi 26 juin de 9h à 16h sans interruption. Et pour votre information, il vous sera demandé une carte d'identité ou une carte de résident. Avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo. Jeudi, soleil au programme avec des températures qui iront de 22 à 27 degrés. Vendredi, du soleil toujours en perspective avec un thermomètre allant de 22 à 28 degrés. Samedi, le temps sera bien ensoleillé malgré quelques nuages matinaux avec un mercure supérieur au normal. Et enfin dimanche, le ciel restera identique à la veille avec une maximale de 27 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.